Donc bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence citoyenne du cycle santé en question, qui donc est organisée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et par Universcience, la structure qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte à Paris, en partenariat avec, comme toujours, le mensuel La Recherche. Et en principe, avec la ville de Toulouse ce soir, mais donc on a un petit problème technique de liaison, de réseau Internet, là, qui vient de survenir alors qu'on a fait des essais il y a 10 minutes et que ça fonctionnait très bien. Donc on va commencer sans Toulouse. Voilà, j'espère qu'on va les rejoindre en cours de route et qu'on va pouvoir se retrouver. Ce soir, c'est une thématique un peu particulière qu'on aborde, qui est transversale, qui est vraiment très intéressante puisqu'on s'intéresse aux liens entre médecine et conquête spatiale, avec des chercheurs de l'INSERM d'une part et les astronautes avec lesquels ils travaillent. Alors, dans un peu moins d'un an maintenant, en novembre 2016, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolera pour la Station spatiale internationale, l'ISS, avec dans ses bagages plusieurs expériences qui sont liées à des recherches de l'INSERM, notamment sur la question du vieillissement humain, vieillissement des artères et des os plus particulièrement. La question, c'est de savoir quelles peuvent être les retombées de ces travaux, à la fois dans le domaine de la conquête spatiale, mais aussi en médecine terrestre, je dirais. Donc, c'est ce qu'on a prévu de voir avec 4 intervenants, dont 2 sont à Paris et 2 à Toulouse. Donc, à Paris, je vous présente donc Claudie Aigneret, que vous connaissez sans doute déjà, puisqu'elle elle est évidemment connue pour avoir passé déjà 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir, c'était en 1996. Vous avez été également la première astronaute française à voler à bord de la Station spatiale internationale en 2001, une dizaine de jours également, je crois. Vous avez été plusieurs années présidente d'Universcience, ici même, et vous venez de rejoindre l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Avec nous également le professeur Pierre Bouttuiri, qui est à la fois cardiologue et pharmacologue à l'hôpital européen Georges Pompidou, et qui est chercheur à l'unité INSERM, qui s'intitule Physiopathologie, pharmacologie et imagerie des grosses artères. Donc, Monsieur Pierre Bouttuiri, vous faites partie justement de ces chercheurs de l'INSERM qui vont profiter, dirons-nous, du vol de Thomas Pesquet pour mener un certain nombre d'études et de travaux. Donc, vous, en l'occurrence, ce sera sur le vieillissement artériel. Je ne sais pas si la liaison avec Toulouse, finalement, on l'a pour l'instant, ou toujours pas, non. Et bon, bah alors écoutez, à ce moment-là, vous allez commencer directement, je pense, à parler ici, et puis on verra si on fera une petite séance de rattrapage après. Madame Aigneret, si vous pouvez déjà nous expliquer effectivement quel est l'intérêt de mener de telles expériences dans un environnement justement qui est très hostile, dans cet environnement spatial. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Et puis surtout, nous raconter également votre expérience personnelle, puisque vous-même, vous avez participé à différents protocoles de recherche quand vous étiez dans l'espace. Merci, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie de passer ce petit moment de soirée avec vous. Et j'espère qu'on va pouvoir rétablir la liaison avec Toulouse parce que les deux chercheurs qu'on pourrait avoir avec nous, Laurence Vico et Anne Pavie-Le Traon, sont des chercheurs avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis de nombreuses années. Moi, j'ai eu la chance, vous l'avez rappelé, j'ai été sélectionnée en 85 par le Centre national d'études spatiales et j'ai eu la possibilité de faire 2 missions spatiales. Et le thème dont on parle aujourd'hui m'intéresse particulièrement parce que ma formation de départ, c'est médecin. Je suis un médecin rhumatologue. Donc voilà, ces questions de santé, de médecine, de physiologie, c'était vraiment des choses qui m'intéressaient. Et ma
première mission spatiale était une mission dans laquelle j'avais le rôle de ce qu'on appelle cosmonaute expérimentateur, c'est-à-dire que j'étais la responsable de ce programme scientifique à bord. Ma seconde mission, j'avais eu une formation d'ingénieur, j'étais ingénieur de bord, donc aussi en charge des systèmes de la station. Alors, ces stations en orbite basse, l'orbite est à 400 km autour de la Terre, on fait un tour de Terre en 90 minutes avec une vitesse de satellisation de 28 000 km/h, qui nous permet donc de faire d'être satellisé, et ce qui permet d'annuler pratiquement l'effet de la gravité. On n'est pas en apesanteur complète, on est en microgravité, il reste 10 puissance moins 3 à peu près facteur G. Mais c'est un laboratoire dans lequel cette microgravité est tout à fait stable, 10 puissance moins 3, et ce qui permet de se poser des questions sur l'influence de la gravité sur des systèmes physiologiques, tout autant que sur des comportements de fluides, des comportements de matériaux, des comportements d'alliage, de la combustion, enfin, là où on sait qu'il y a des effets de sédimentation, de pression hydrostatique, de contraintes mécaniques, de référence. Et on n'a aucun moyen au sol de travailler en s'affranchissant de la force de gravité. Donc c'est un laboratoire unique, exceptionnel, qui permet de se poser des questions pour lesquelles on ne pourrait pas faire les hypothèses et trouver l'expérimentation au sol qui permet d'y répondre. Donc ça a un intérêt dans le champ de la physiologie. On reviendra sur les types d'expériences qui y sont réalisées, parce que ça permet aussi à nous médecins ou à nous chercheurs en physiologie d'avoir un regard différent sur les mécanismes qui peuvent être en cause. Laurence Vico, je pense, vous parlera de l'ostéoporose, par exemple. On dit souvent qu'un séjour en microgravité, c'est un modèle intéressant pour ce qui est du vieillissement. Je pense que vous allez nous en parler pour les artères, on en reparlera pour l'os. Et c'est vrai que l'ostéoporose, quand moi j'ai fait mes études de rhumatologie, on parlait essentiellement de l'ostéoporose post-ménopausique, c'est-à-dire avec des facteurs hormonaux. Voilà, c'était un petit peu le schéma. On réfléchissait métabolisme osseux avec des facteurs hormonaux. Bon, la façon de réfléchir en microgravité nous a permis de montrer, de renforcer cette idée qu'à côté des facteurs hormonaux, il y avait aussi des facteurs mécaniques, de contraintes qui s'exercent sur les os, sur les tendons, dans la façon de fabriquer son os et de renouveler son squelette comme on le fait très, très périodiquement. Donc voilà, ça permet à nous, médecins ou physiologistes, de changer aussi de regard et d'hypothèse. Alors, dans le champ des expériences que j'ai eu à mener au cours de ces 2 missions, c'était des missions de courte durée. Donc, ce dont je parle d'ostéoporose ou d'atrophie musculaire, puisqu'on n'utilise pas les muscles de la même façon quand on se déplace en microgravité, sans la contrainte de gravité, on se déplace par impulsion, donc on n'active pas ces muscles de la même façon. On a un système musculaire très décontracté. Donc ces sujets-là sont importants à étudier, mais au cours de vols de longue durée, les vols de 6 mois. Sur une période d'un vol de 10 jours ou d'un vol de 21 jours, vous n'allez pas voir des modifications considérables sur le système musculaire ou sur le système squelettique. Donc moi, j'ai essentiellement fait, puisque c'était des vols de courte durée, des expériences dans le champ de la physiologie cardiovasculaire. Physiologie cardiovasculaire, parce qu'il y a une façon de réguler cette pression artérielle dans notre organisme en fonction de gradients de pression hydrostatique, le poids des volumes liquidiens qui fait qu'il y a des régulations et des mises en œuvre particulières pour la régulation. Là, on se retrouve en microgravité avec des volumes liquidiens qui sont répartis d'une façon tout à fait homogène dans l'organisme, qui donne d'ailleurs, vous le verrez peut-être sur les images, je pense qu'on verra quelques images. Les astronautes, au début, ils ont le visage un peu gonflé, bouffi. On n'a plus de rides, on devient tout jeune. D'un seul coup, il y a des répartitions de masse liquidienne différentes. Et bien évidemment, les systèmes de régulation de la pression artérielle sont intéressants à étudier, ce qui peut permettre, là encore, d'avoir un regard différent sur des pathologies, comme par exemple des hypotensions orthostatiques, quand quelqu'un se relève trop vite et d'un seul coup la tête qui tourne un peu parce que voilà, il a une oxygénation pas suffisante parce que les flux cérébraux ne sont pas suffisants. Donc ce sont des sujets intéressants qui ont des retours aussi physiologiques. Donc le cardiovasculaire était important et tout ce qui concernait
le métabolisme, comment effectivement il y a des régulations aussi de l'excrétion des fluides au niveau urinaire, des fuites de calcium. Donc ça, on avait aussi des prises, soit prises de sang, soit des mesures urinaires pour déterminer des changements de paramètres. Ça, c'est le secteur du cardiovasculaire et du métabolique, qui sont des adaptations très rapides. Donc même sur des vols de courte durée, on peut voir des phénomènes intéressants. Et l'autre partie qui est également transformée au moment de l'arrivée en microgravité, c'est tout ce qui concerne le système neurosensoriel, à la fois dans sa composante motrice et sensorielle, comment on se déplace, les schémas moteurs, comment on anticipe un mouvement. Bien évidemment, si vous lancez une balle au sol, vous savez que la balle a un poids, qui a une trajectoire qui va plutôt être une trajectoire parabolique avant qu'elle retombe au sol, justement en fonction de la gravité. Bien évidemment, un geste de précision à exercer en microgravité va nécessiter que vous adaptiez votre schéma moteur et donc votre schéma sensoriel aussi pour reconstruire ces représentations et avoir un geste précis et efficace. Ça sur le plan sensorimoteur, et on a eu des expériences dans ce sens-là au cours de la première mission, des expériences aussi sur l'équilibre, la façon de maintenir sa posture. Et ma deuxième mission spatiale, on avait des expériences très intéressantes, cette fois-ci sur les fonctions cognitives du cerveau. Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste, parce qu'on avait prévu justement de montrer quelques les images, bien sûr. Oui. De cette mission où on voit quel type d'expérience vous faites. Voilà. Alors là, donc, je suis à bord. Et alors, la particularité, on reviendra, puis je pense que le professeur vous en parlerait aussi, la nécessité de développer effectivement des matériels qui nous permettent de travailler et qui soient le plus ergonomique possible. Ça, c'était un champ d'immersion visuelle dans lequel on devait piloter un déplacement dans un labyrinthe en 3 dimensions. Donc, on faisait cette expérience en situation de free floating, donc en flottant complètement en microgravité, en n'ayant aucun contact cutané ou proprioceptif. Et puis, on le faisait aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, en position assise avec des contraintes, en particulier extéroception, la peau des faces, qui fait que vous savez qu'il y a une verticale quelque part, en tout cas une référence. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment cognitivement on se représente un espace en 3 dimensions, selon qu'il y a des contacts qui s'exercent ou selon que vous êtes en microgravité. Là, c'était des expériences dans le champ du cardiovasculaire, avec, vous l'avez vu, des équipements qui permettaient d'avoir des électrocardiogrammes, même des électrocardiogrammes de longue durée, puisqu'on a fait des enregistrements de 24 heures. Voilà, il n'y a plus d'images. Oui, et donc, la nécessité aussi, et ça c'est important sur l'innovation potentielle en santé, c'est que quand vous travaillez en microgravité, à distance de la Terre, en contrôle à distance avec le centre opérationnel où sont regroupés les scientifiques et les médecins, vous devez avoir des matériels en orbite qui sont fiables, en qualité de transmission, donc pour tout ce qui est télémédecine et fiabilité de liaison qu'on peut installer, c'est quelque chose de très important. Et puis surtout, miniaturisé, parce que bien évidemment, monter du poids en orbite, ça coûte très très cher, donc on essaie de réduire le plus possible la masse à emporter. Donc une miniaturisation et des interfaces les plus ergonomiques possibles pour qu'on puisse effectivement utiliser un matériel avec facilité, parce que tout le monde n'est pas médecin à bord, tout le monde n'est pas chercheur, on a des backgrounds un petit peu différents dans nos formations, et même si on est tous capables, à force d'entraînement et de répétition, de manipuler une sonde d'échographie, voilà, il faut que l'interface soit la plus pratique possible, ce qui là aussi, pour la télémédecine, pour l'hospitalisation à domicile, pour des capteurs qu'on peut développer et qui donnent des éléments d'information, est quelque chose d'assez essentiel. Donc là, les 2 champs sur lesquels j'ai travaillé dans le domaine de la physiologie, c'était le cardiovasculaire et métabolique, et puis cette partie neurosensorielle, à la fois composante sensorimotrice et la composante cognitive des représentations de cet espace en 3 dimensions, en dehors de toute référence habituelle. D'accord. Et alors, quand vous êtes revenu, même si le séjour était relativement court par rapport à des séjours maintenant qui peuvent être de 6 mois ou même d'1 an,
Est-ce qu'il y a une période de réadaptation? Est-ce que vous avez senti... Alors sur les vols de courte durée, on vous prépare quand même au retour dans les 24 heures qui précèdent le retour pour justement recharger un petit peu votre organisme en sel et en composantes liquidiennes pour ne pas risquer une hypotension au moment du retour où vous allez subir en plus des facteurs de charge et où d'un seul coup vous vous retrouvez donc avec un système qui a pris un petit peu ces aises d'adaptation en microgravité à un système qui doit réaffronter une gravité forte puisque vous êtes à 4G au retour et puis la gravité de 1G quand vous remettez les pieds au sol. Donc en cardiovasculaire, on recharge un petit peu l'organisme pour qu'il puisse bien tenir le coup. Et puis, le deuxième élément, mais ça va très très vite, c'est de retrouver son équilibre, sa posture, sa façon de marcher. Parce que bien évidemment, pour marcher, contrôler ses articulations, on a des capteurs cutanés, ce qu'on appelle l'extéroception, et puis des capteurs au niveau de nos articulations, de nos insertions tendineuses qui constituent la proprioception. Et tout ça, on ne s'en sert pas du tout de la même façon quand on est en microgravité. Donc le retour au sol, quand on vous extrait de la capsule où vous avez atterri sous parachute dans les steppes du Kazakhstan, voilà, vous voyez toujours qu'on vous soutient un petit peu au moment où vous posez le pied par terre, le temps de retrouver justement ces senseurs, ces capteurs qui vous redonnent des informations que vous remettez ensuite en cohérence avec votre appareil vestibulaire et tout ce qui fait que vous pouvez contrôler votre posture. Ça va très vite, en une petite minute, 2 minutes, moi je dirais, j'ai retrouvé mon équilibre. Par contre, ce que j'ai trouvé frappant en rentrant, c'était le poids des objets. Vous êtes un petit peu assoiffé parce que voilà, ça a duré longtemps, le retour, c'était un peu chaud, hein, la rentrée dans l'atmosphère, etc. Donc on vous donne une bouteille d'eau. D'un seul coup, vous avez l'impression qu'on vous a donné un container complet. On vous passe un t-shirt pour vous changer. Vous avez l'impression que c'est un t-shirt qui est tout mouillé tellement il vous paraît lourd. Donc ça, c'est ces éléments de réadaptation, effectivement, de la façon dont travaillent ces capteurs d'extéroception, de proprioception, votre appareil vestibulaire. Sur les vols de longue durée, bien évidemment, cette réadaptation, cette récupération est beaucoup plus lente, et en particulier parce qu'il y a des facteurs de fragilisation osseuse, d'atrophie musculaire, bien que les astronautes ont au moins 2 heures par jour d'exercice physique à bord pour maintenir ces contraintes mécaniques qui font qu'il n'y a pas trop de pertes osseuses et la trophicité musculaire. Mais malgré tout, il y a une perte osseuse qui récupère ce qu'on dit aujourd'hui, mais Laurence le dira beaucoup mieux tout à l'heure. Vous mettez 6 mois à récupérer ce que vous avez perdu en 6 mois. Donc c'est quand même des temps effectivement de récupération assez longs. Et la réhabilitation après les vols de longue durée se fait dans les premiers jours, la première semaine, plutôt en condition d'immersion, massage. On ne vous resoumet pas immédiatement à une gravité complète. Alors que si vous avez fait un vol de courte durée, vous pourrez faire un footing 2 jours après, quoi. Mais vous ne faites pas de footing 2 jours après si vous avez volé pendant 6 mois. D'accord. Alors, Monsieur Boutueri, oui, peut-être vous allez nous expliquer justement, vous profitez de ce voyage de 6 mois de Thomas Pesquet dans l'espace pour lui demander en fait déjà lui-même de s'auto-évaluer, enfin d'auto-évaluer plutôt sur le vieillissement de ses artères, c'est ça? Oui, alors je vais effectivement vous parler un petit peu de ce que nous, on peut faire. Effectivement, donc moi, je suis cardiologue, pharmacologue, je travaille à l'hôpital Georges Pompidou, et nous sommes spécialistes du vieillissement artériel et de la réponse du système artériel à l'hypertension et à différents facteurs de risque que l'on rencontre sur Terre. Alors pourquoi diable est-ce qu'on est intéressé à aller dans l'espace? Eh bien parce qu'effectivement on considère que l'espace, la conquête spatiale, c'est une exposition à des contraintes excessives ou à des contraintes au contraire beaucoup plus faibles, et que donc ça va aller pousser les extrêmes de contraintes que l'on rencontre sur Terre et mieux expliquer les maladies cardiovasculaires en réponse justement à cela.
Alors, nous, ce qui nous a beaucoup marqué aussi, c'est, comme l'a dit Madame Aignoret, c'est effectivement le rôle des contraintes mécaniques. C'est-à-dire que les vaisseaux, les grosses artères en particulier, ont longtemps été vues par les cardiologues comme des tuyaux un petit peu bêtes qui prennent le sang à la sortie du cœur et vont l'amener aux organes nobles qui ont besoin d'être irrigués, comme le cerveau, le cœur, le rein, et puis des organes un peu moins nobles, mais qui tout de même sont essentiels à la vie, comme le tube digestif, et ainsi de suite. Et donc ces tuyaux bêtes, et qui servent de voie d'abord pour les cardiologues pour aller regarder le cœur et les coronaires, effectivement, sont en permanence soumis à des contraintes mécaniques, puisqu'il y a la pression artérielle. Et la pression artérielle, c'est une pression importante, puisque si là, je mettais effectivement un cathéter dans mon artère carotide, le sang monterait à 1,50 m de hauteur. Donc, pour vous dire que c'est un jet quand même relativement puissant. Et donc, c'est contraint par le fait que les artères sont élastiques et vont ressentir ces contraintes et vont, un petit peu comme des segments musculaires, se muscler en réponse à ces contraintes. Donc cet équilibre dynamique qu'il y a entre la pression artérielle et les contraintes hémodynamiques et puis la structure des artères est quelque chose qui s'est découvert progressivement entre les années 80 et maintenant, et on continue de travailler dessus. Et donc, dans ce cadre-là, on comprend bien effectivement que la conquête spatiale, ça devient très intéressant, puisque, effectivement, comme l'a dit Madame Aignoret, il y a des contraintes qui vont être extrêmes pendant les phases de décollage et d'atterrissage, puisqu'elles ont exposé à 4 fois la pesanteur terrestre au bas mot. Et puis, un séjour dans un système où on est à zéro contrainte, ou en tout cas zéro contrainte externe, puisqu'il n'y a plus la pesanteur terrestre. Et donc, d'étudier le remodelage des artères et les modifications de propriétés des artères dans ces milieux-là est quelque chose qui est tout à fait fascinant et qui donc nous intéresse pour bien comprendre les maladies. Alors après, effectivement, quelle est la cinétique de ce remodelage ? C'est quelque chose qui va prendre effectivement du temps. Et donc, dans les vols de courte durée, la problématique n'est pas tellement celle du remodelage artériel, mais comme l'a encore dit Madame Aignoret, qui en a l'expérience, plus la régulation de la pression artérielle, puisque là, je reviendrai un petit peu après dessus, qui nous intéresse aussi. Mais dans les vols de plus longue durée, effectivement, le fait d'être pendant 3 mois, 6 mois, voire plus pour certains astronautes, en l'absence de pesanteur, fait que les fluides qui, normalement, dans la position bipède debout, vont avoir tendance à s'accumuler dans la partie inférieure de l'organisme et avec une pression beaucoup plus élevée, qui correspond à la pression artérielle plus la gravité. Et donc, si on a, par exemple, 12 cm de mercure de pression systolique dans l'artère humérale quand on est debout, on va avoir 200 au niveau de la cheville, ou 20 cm de mercure, donc 200 mm. Et puis, au contraire, dans les carotides, on va avoir 100 mm de mercure, 10 cm de mercure, là. Et donc, les artères s'habituent à cela et se remodèlent en fonction. Quand on est en gravité, en microgravité, eh bien, les pressions s'égalisent, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de pression dans la partie inférieure de l'organisme et plus de pression dans la partie supérieure de l'organisme. Et donc, les artères vont, petit à petit, se remodeler et on va a priori s'atrophier plutôt dans la partie inférieure de l'organisme et voire s'hypertrophier un petit peu dans la partie supérieure de l'organisme. Alors les conséquences à court terme sont nulles, puisque elles s'adaptent au régime de pression. Par contre, dans les phases de transition, il peut y avoir des conséquences importantes, puisqu'une artère qui s'hypotrophie va devenir moins résistante, parce qu'il y a effectivement un remodelage de la matrice extracellulaire et des cellules musculaires lisses qui fait qu'elle va être plus fine et de plus petit diamètre. Et dans des phases de fortes contraintes comme le retour sur Terre, par exemple, elles peuvent être exposées effectivement à un risque de rupture. Alors ça n'a jamais été observé pour l'instant, mais il n'est pas exclu que sur des vols de très longue durée comme les missions sur Mars ou autres, qu'on rencontre des problèmes de ce type lors du retour sur Terre. Et il faut savoir les anticiper, bien évidemment, puisqu'on n'a pas du tout envie de voir des astronautes avoir des dissections ou des ruptures artérielles au retour. Et puis, sur les artères qui sont exposées à plus de pression, comme les carotides, un risque d'athérosclérose accélérée. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est la rigidité des artères. Donc, nous, on a beaucoup travaillé dessus. On a été les premiers à montrer au monde que cette rigidité de l'aorte en particulier était un marqueur de risque
cardiovasculaire très important et un marqueur de vieillissement vasculaire accéléré. C'est-à-dire qu'à un âge donné, il y a des gens qui ont des artères souples, des gens qui ont des artères rigides, et ça correspond à une forme d'âge physiologique. Donc ça, c'est quelque chose qui se mesure très facilement avec des capteurs qu'on va appliquer sur les artères superficielles au niveau du cou, au niveau de l'aine, mesurer le temps que met l'onde de pression à aller de l'un à l'autre, qui est un temps très rapide, qui se compte en quelques dizaines de millisecondes, et cette vitesse de l'onde de pouls, qui est un reflet très précis, finalement, de l'âge physiologique des sujets. Et l'expérience, donc on a une expérience extensive sur Terre, et donc là, par contre, on va mettre au service, effectivement, des vols spatiaux de longue durée, de façon à mesurer cela plus précisément, parce que, effectivement, le cumul des contraintes mécanique, le cumul des contraintes psychologiques, parce que Madame Meignerer n'a pas beaucoup parlé un petit peu sur le psychomoteur, mais il y a effectivement quand même une contrainte psychologique d'isolement, d'éloignement, de rythme nictéméral de jour et nuit qui est quand même un peu perturbé, même s'il est maintenu à bord, et plus les radiations cosmiques qui ne sont pas négligeables, hein, quand il y a effectivement des éruptions solaires ou des choses comme ça. Et donc tout ça va concourir à un vieillissement accéléré. Alors, on n'en a pas une expérience très large dans l'état actuel des choses, mais il y a quelques données qui sont assez récentes là sur des mesures de vitesse de l'onde de pouls au décours d'un vol spatial qui montrent qu'il y a un vieillissement mesurable plus rapide que celui qu'on a sur Terre et qui correspond grosso modo à 5 à 10 ans de vieillissement pour 6 mois de vol. Ce qui fait beaucoup. C'est énorme. Voilà, ce qui fait beaucoup. Énorme, ouais. Alors, ça reste à vérifier parce que c'est des toutes petites séries, puisque évidemment, c'est pas facile à mesurer. Enfin, c'est facile à mesurer, mais on n'a pas beaucoup d'individus chez qui le mesurer. Donc, c'est à vérifier, c'est à voir. Mais et ce que l'on ne connaît pas encore bien précisément, c'est la réversibilité de cela au retour sur Terre, un petit peu à l'instar de ce qui s'est fait sur l'os. Il y a très probablement une réversibilité, mais de combien, on ne sait pas. Alors on sait chez l'hypertendu, par exemple, que si on le traite très efficacement, on va pouvoir inverser cette tendance et, entre guillemets, rajeunir les artères. Mais voilà, c'est des phénomènes qui sont quand même tout à fait intéressants à étudier. Donc vous voyez des allers-retours, effectivement, entre voilà, l'espace comme modèle, mais aussi des connaissances qu'on a sur Terre qui peuvent venir au service des explorateurs. Et voilà pourquoi ça nous passionne. Voilà. Et concrètement, vous mettez au point un petit matériel assez simple, je crois, qui va permettre à Thomas Pesquet de mesurer lui-même, c'est ça, voilà. La rigidité de l'artère. Vous pouvez nous expliquer? Exactement. Donc il y a plusieurs techniques pour mesurer la rigidité des artères. Donc la plus simple et la mieux validée de très loin actuellement, c'est ces capteurs de pression que l'on peut appliquer sur les artères, ce qu'on appelle la tonométrie. Et donc habituellement, ça se présente comme un stylo. Alors j'en ai pas sur moi, mais voilà, c'est un petit stylo que l'on va appliquer sur l'artère et il y a un capteur de pression au bout. Et quand on est bien pile poil sur l'artère, on enregistre une courbe de pression, voilà, donc qui se développe. Et quand on prend des points bien particuliers de cette courbe de pression, on peut mesurer le temps de transit de l'onde de pression. Donc ça nécessite un peu d'entraînement et c'est pas simple à utiliser. Thomas aura en face de lui la possibilité de visualiser l'onde. Exactement. Voilà. Alors, être sûr qu'il est au bon endroit. Alors, ce petit stylo, il n'est pas simple à utiliser parce qu'en fait, ça revient un peu à piquer une saucisse cocktail ou un cornichon au fond du bocal. Vous voyez qu'il faut être bien précis et puis au moment où on est bien précis, appuyer à la bonne force. Et donc, c'est pas simple. Or, on a des capteurs extrêmement sensibles au bout des doigts. C'est-à-dire que quand un médecin prend le pouls d'un patient, on est capable de percevoir des pouls qui sont des vibrations en dessous du micron. Donc on a vraiment une sensibilité extraordinaire au bout des doigts qu'on aimerait pouvoir utiliser pour enregistrer les pouls. Or, on ne peut pas enregistrer ce qui sort comme signal neurologique du doigt. Donc on a conçu avec l'Essier, qui est une école d'ingénieurs de l'Est parisien, qui sont très spécialisés dans les matériaux et dans les capteurs, des capteurs qui sont extrêmement fins, qui font quelques microns d'épaisseur, et qu'on va pouvoir interposer entre le doigt et l'artère d'intérêt. Il y a un petit boîtier relais qui ressemblera à une bague à chaton, voilà, un petit peu, et puis une connexion vers une tablette graphique qui va afficher en temps réel les courbes qui s'affichent. Et donc Thomas, effectivement, sa mission sera, on l'entraînera un petit peu sur Terre avant, mais en fait, ça consiste à simplement être capable de palper son pouls, ce que tout le monde est capable de faire normalement, même sans entraînement.
et puis de visualiser une courbe idéale et d'essayer de reproduire cette courbe en déplaçant très légèrement son doigt sur l'artère. Donc il fera ça sur l'artère carotide, puis sur l'artère fémorale, puis sur l'artère radiale. Et à partir de ces enregistrements-là, on peut déduire déjà un certain nombre de choses sur son vieillissement artériel, et puis mesurer la vitesse de l'onde de pouls en recalant avec l'électrocardiogramme, et donc avoir à différentes phases du vol, donc sur Terre, juste après l'arrivée à la station, à la fin de la mission, et puis lors du retour sur Terre, des mesures sur cela. Et donc, on aura effectivement ce petit outil qui sera une tablette graphique qui permettra effectivement de visualiser de façon simple et avec un gros travail qui sera fait sur l'interface et sur les choses, de manière que ça ne soit pas plus compliqué pour lui que de palper son pouls. Et c'est vraiment l'objectif à atteindre. D'accord. Et alors, comment vous faites ensuite? Vous avez, pour pouvoir comparer ces données qui vont être rapportées à des données types que vous prenez sur Voilà. qui? Enfin, comment vous... Ouais. Alors, voilà, c'est évidemment une très bonne question. Donc, on aura effectivement la possibilité de mesurer chez Thomas au niveau du sol, donc on sera là pour l'assister, et de comparer les mesures de cette petite machine, du capteur digital, avec des techniques de référence qu'on a au laboratoire. Et donc, on aura déjà un premier étalonnage comme ça. Et puis ensuite, on a des valeurs de référence. Donc, moi, j'ai coordonné une étude mondiale sur les valeurs de référence pour ces paramètres-là, qui a rassemblé près de 15 000 sujets. Et donc, on a des ABAC de normalité qui s'expriment en percentile, c'est-à-dire en pourcentage de la normale. Est-ce qu'on est à la 50e percentile, c'est-à-dire au niveau absolument normal? Est-ce qu'on a des artères très distensibles ou plus distensibles? Et donc, on pourra comparer effectivement les valeurs de Thomas au décours du vol par rapport à ces ABAC de référence et voir s'il y a des variations significatives qui sont effectivement de changer, passer de la 50e à la 70e percentile, par exemple. C'est des variations qu'on considérerait comme très significatives. De la 50e à la 55e, ça ne sera pas significatif. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire. Et les chiffres que vous Une petite Pardon, anecdote, oui. et on en Oui. parlait tout à l'heure avec le professeur Boutouiri. En ce moment, à bord de la station spatiale, il y a 2 astronautes qui vont rester sur un séjour de plus d'1 an. Habituellement, c'est 6 mois, le temps de vie et de travail à bord de la station. Là, c'est plus d'1 an. Et l'un de ces 2 astronautes, Scott Kelly, a un frère jumeau qui est lui aussi astronaute, mais des vrais jumeaux. Et donc son frère est au sol et Scott est à bord. Ça aurait été des sujets, Ça aurait été des extraordinaires. sujets fantastiques, effectivement, à pouvoir pour cette comparer, expérience-là. pour voir s'il y a réellement Voilà. un vieillissement. Voilà. Mais justement, les chiffres que vous donniez tout à l'heure, qui sont quand même impressionnants, de 5 à 10 ans de vieillissement Oui. pour 6 mois de vol, ils ont été calculés comment sur Alors, des études qui ont déjà été faites sur des astronautes? Voilà, sur des ouais. études en fait avant-après, qui ont été D'accord. faites sur des astronautes allemands, à ma connaissance. Alors, Allemands, les données ne ouais. sont pas encore publiées. C'est des rapports qui m'ont été donnés par le DLR en Allemagne. Mhm. Et effectivement, là, par rapport à des ABAC, c'est-à-dire qu'on a mesuré, on sait que le vieillissement normal chez quelqu'un qui est en bonne santé, ce qui est le cas de tous les astronautes qui sont en super bonne santé, puisqu'ils ont été sélectionnés en partie pour ça, est de l'ordre. Alors, les valeurs normales de vitesse de l'onde de pouls, c'est de l'ordre de 5 mètres par seconde. 5 à 6 mètres par seconde chez des gens d'âge jeune, enfin 30 à 40 ans, c'est à peu près cela. Et donc, ça augmente d'environ 0,1 mètre par seconde par an. C'est-à-dire quand vous parlez de mètres, excusez-moi, je comprends pas. c'est une vitesse. D'accord. Hein, Ok. c'est une vitesse, donc ça va augmenter de 10%. Ouais, c'est ça, 10% pour 10 ans, c'est à peu près 1% par an. D'accord. Et donc, ça, c'est la vitesse normale. Et donc, on a vu que ça a été 10 fois plus vite pour eux. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 mois, ils ont gagné près de 1 mètre par seconde de vitesse de l'onde de pouce, qu'ils auraient dû avoir en l'espace de 10 ans d'un vieillissement normal sur Terre. Donc là, on a des données qui sont quand même très, très solides sur Terre, justement sur les valeurs de référence qu'on a publiées, et puis des études longitudinales, c'est-à-dire on a pris les mêmes sujets, on les a suivis au cours du temps. Et donc ça, c'est des équipes américaines qui ont fait plus cela.
à Baltimore. Et donc, on a des données très solides. Donc, on sait exactement de combien les gens vieillissent. Et d'ailleurs, en l'absence de facteurs de risque cardiovasculaires chez des gens qui sont strictement normotendus, qui n'ont pas d'antécédents familiaux et ainsi de suite, eh bien, on se demande même si les artères deviennent plus rigides avec l'âge. Il y a des gens qui, effectivement, à 80, plus de 80 ans, ont des artères de jeunes gens. Ah oui. Et on sait que c'est associé avec une survie prolongée. Voilà, d'accord. donc, Ok. Alors, ce que je vous propose peut-être, si c'est possible, c'est de voir, il y avait une petite vidéo qui était prévue d'un message de Thomas Pesquet, si c'est possible de le lancer maintenant. Et puis comme ça, après, on passera aux questions de la salle. Enfin, sinon, moi, j'ai pas mal de questions, comme en plus, vous connaissez bien les recherches de Laurence Vico et d'Anne Pavillotron, Claudie Ignoret, peut-être que vous pourrez en parler un tout petit peu à leur place si on n'arrive pas à les rejoindre. Et si on peut déjà lancer la vidéo de Thomas Pesquet, qui est donc l'astronaute français qui va partir dans un an. Donc Thomas a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne en 2009 et il est prévu pour un vol de 6 mois en novembre de l'année prochaine. Bonjour, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je voulais dire bonjour, souhaiter la bienvenue aux participants de Futurapolis 2015 à Toulouse. Les nouvelles technologies, nous, on s'en nourrit dans le domaine du spatial. Mon présent à moi, c'est 6 mois dans la Station spatiale internationale. Le futur, c'est des missions de plus en plus longues, de plus en plus loin dans l'espace. Et puis, il ne faut pas s'interdire de rêver, on va poser le pied sur Mars un jour. Les technologies ne sont pas prêtes. On y travaille, c'est notre grand saut dans l'inconnu, mais ce sera à base de technologie. On répète ça, les agences spatiales y travaillent, l'ESA, la NASA, le CNES, et puis on a besoin évidemment de toutes les imaginations, de tous les talents, de tous les efforts pour se joindre à nous dans finalement dans cette entreprise très humaine, d'étendre un peu la présence de l'homme dans le système solaire. Donc j'espère que je peux compter sur vous pour ça. Je vous donne rendez-vous depuis la station spatiale en 2016 et puis depuis mars, allez, en 2035, bon festival. Voilà. Donc, maintenant qu'on connaît effectivement ce que vous nous avez expliqué sur le vieillissement accéléré, c'est vraiment dommage que Madame Vico ne puisse pas prendre la parole parce qu'elle travaille sur le vieillissement des os. Et donc, ma première question, quand même, c'est pour ces gens justement qui partent 6 mois, 1 an, j'imagine qu'il y a quand même déjà des outils de prévention un peu de ces pathologies. Et puis qu'on sait un peu mieux que faire après pour récupérer. Alors, Thomas a raison de préciser qu'il y a cette double facette dans le vol spatial, à la fois le vol spatial où on fait ces recherches en physiologie que vous avez merveilleusement expliquées, qui nous permettent de mieux comprendre des pathologies au sol ou des modifications physiologiques. Donc ça, c'est ce que ces expériences peuvent rapporter à tout un chacun dans la meilleure compréhension. Et puis le but de la station spatiale en orbite basse, c'est quand même de préparer les futurs voyages d'exploration qui ne seront plus cette fois-ci en orbite basse, mais vers des destinations lointaines. Et Thomas a fixé le rendez-vous à l'expédition martienne. Alors, il y aura peut-être un retour à la Lune, peut-être des vols qu'on appelle cislunaires en orbite lunaire, avec des habitats préparatoires à des missions martiennes. Mais une mission martienne, c'est même pas une mission de 6 mois, hein. C'est 6 mois de voyage, 6 mois de séjour là-bas, et puis 6 mois au retour. Donc déjà des missions d'une durée beaucoup plus importante. Et là, il faut encore travailler à anticiper, prévenir et préparer ces astronautes qui seront amenés une fois qu'ils auront atterri à Marcy sur la planète Mars, à y travailler, à y construire des habitats, à éventuellement y installer des laboratoires, à y faire des extractions, donc à y travailler. Donc il faut mieux comprendre ces phénomènes d'adaptation, que ce soit ceux que vous avez décrits effectivement au niveau artériel, que ce soit au niveau osseux ou au niveau musculaire. Donc cette préparation, ça sur le plan physique, vous avez évoqué pour les vols de longue durée, il y a 2 autres sujets majeurs qui sont les aspects psychologiques.
d'une mission lointaine où il y a 20 minutes de délai de communication quand vous posez une question du bord pour qu'elle atteigne le sol et que le sol vous renvoie une réponse. Donc un degré d'autonomie de l'équipage qui n'a rien à voir avec un équipage qui est en orbite basse. Donc des sujets psychologiques importants. Et le sujet des radiations, puisqu'on n'est plus protégé par se trouvant en deçà des ceintures de Van Allen. On est donc soumis à des cumuls radiatifs qui peuvent être potentiellement impactants sur des lésions de l'ADN. Enfin, on a fait pas mal d'études sur ces sujets et c'est un sujet important. Donc ça, c'est la deuxième phase de ce qu'on fait dans les stations spatiales. On prépare aussi les phases d'exploration à venir. Alors, je ne peux pas donner à la place de Laurence les résultats qu'elle a menés pendant ces expériences de plus de 20 ans. Laurence travaille dans ce domaine depuis très très longtemps. Par contre, il est clair qu'à bord, comme je le disais, reproduire des contraintes mécaniques et des contraintes dynamiques sur le squelette et les muscles lui permet de garder une certaine trophicité. Donc, si vous voyez des images de la Station spatiale internationale en ce moment, vous verrez qu'il y a pratiquement une salle de gym dans la station. Alors, le tapis roulant, il est au plafond. Vous verrez les astronautes circuler d'un seul coup. Vous les voyez tirer sur des extenseurs pour la musculature du dos, avoir des tendeurs qui les appuient au sol sur un tapis roulant ou des bicyclettes ergométriques pour mesurer la force exercer sur les pédales pour pouvoir quantifier un petit peu la durée. Donc il y a au moins 2 heures par jour de cet exercice physique qui est une mesure préventive vis-à-vis de la trophicité osseuse et de la trophicité musculaire. D'accord. Oui, alors, parce que les contraintes mécaniques sont bien évidemment des facteurs importants dans la trophicité. Tout à fait. Alors, si je peux rajouter, effectivement, dans l'exercice physique, il y a aussi les contraintes hémodynamiques en termes de débit, hein, puisque, en fait, quand on s'exerce au plan musculaire, on augmente le débit sanguin à destinée des muscles, et ce débit sanguin, il est ressenti par la paroi artérielle, par l'endothélium, qui est la petite peau qui recouvre l'intérieur des artères, et qui induit des sécrétions hormonales locales qui visent à maintenir la trophicité du vaisseau, le dilater quand le flux augmente, le contracter quand le flux diminue. Et donc ça, c'est des effets qui sont tout à fait importants. Et il y a peut-être quelque chose qu'on peut mentionner à ce stade-là, qui est aussi la préparation au sol de ces vols de longue durée, parce qu'il y a déjà des techniques qui permettent de reproduire partiellement les effets de la microgravité, qui sont l'alitement prolongé, ce qu'on appelle le bed rest, où en fait on fait sur des volontaires restent pendant des semaines effectivement couchés sur un lit la tête en bas. Alors c'est pas parfait, mais ça permet déjà de mimer quelques effets. Et puis il y a des expériences aussi sur les contre-mesures que Madame Aigneret a développées sur l'exercice physique, qui sont les exercices en centrifugeuse, avec les centrifugeuses à bras courts ou à bras longs, qui permettent peut-être un jour, sur des vols habités, de recréer une gravité artificielle, comme on le voit dans les films de science-fiction. Vous prenez 2000 ans d'Odyssée de l'espace, avec cette magnifique station qui tourne sur la musique de Strauss. Et effectivement, c'est une solution théorique, en tout cas, au problème, puisque à ce moment-là, si on est sur le périmètre de cette station, on est soumis à une gravité artificielle qui permettrait effectivement de pallier un peu les effets de la microgravité. On le voit dans le film Seul sur Mars, oui. Mais bon, ça ne fait pas partie encore ça n'existe pas. Des développements, pas la réalité, les habitats rotatifs pour les voyages. C'est une solution théorique. Mais c'est une solution théorique, bien sûr. D'accord. On va peut-être passer la parole à la salle si vous avez des questions. Et quand vous avez parlé de cette simulation par le décubitus, donc allongé avec la tête inclinée vers le bas à moins 6 degrés, c'est les travaux. C'est le genre de simulation qui sont faites au sein du MEDES, qui est l'Institut de médecine et de physiologie spatiale, qui a été construit il y a maintenant, je crois, 20 ou 25 ans à Toulouse, dans lequel travaillent des équipes de chercheurs spécialisés. Et Anne Pavie-Le connaît très très bien toutes ces simulations et aurait pu nous parler de ces résultats et de ce que cela permet d'anticiper pour les astronautes. Alors, je vois pas du tout. Il y a une question par là. Ouais. Je voulais vous poser une question relative au cerveau. Certains neurologues considèrent que le cerveau peut être subdivisé en 3 fonctions anatomo-fonctionnelles. La motricité, l'émotion et l'association.
elles-mêmes naturellement déposées dans des aires corticales spécialisées, sans que cette séparation soit elle-même spécialisée. Bien que dans les ganglions de la base, ceux qui travaillent dans la Deep Brain Stimulation matérialisent effectivement ces trois fonctions. La question que je vous pose, et vous particulièrement qui étiez dans l'espace, c'est que, comme vous l'avez dit, effectivement, sur le plan de la motricité, il y a un ralentissement, effectivement, des gestes et des mouvements, mais aussi, lorsqu'on retourne sur Terre, la force musculaire se trouve surprise par, effectivement, l'ampliation des forces et des poids des objets saisis. La question, c'est la chose sur le plan émotionnel. Est-ce qu'il y a des déterminants, des facteurs émotionnels dominants qui apparaissent dans la vie émotionnelle du cerveau? C'est la première question. La deuxième, c'est que est-ce que le ralentissement qu'on voit au niveau des mouvements, est-ce qu'il se traduit aussi dans les rythmes de la pensée? Est-ce que les pensées qui sont portées par des neuromédiations, par la bioneuromédiation, etc., et bioélectrochimique, des médiations bioélectrochimiques, est-ce qu'il n'y a pas un ralentissement du cerveau? Est-ce que vous pensez de manière aussi rapide, aussi efficace, aussi, disons, aussi riche que lorsque vous êtes sur Terre? Ça, ce sont mes deux grandes questions que je voulais vous poser à vous, personnellement, qui avez vu cette expérience magnifique. Alors, je ne vais pas savoir vous répondre avec des résultats scientifiques, mais les questions que vous vous posez, il y a des équipes scientifiques qui se les posent. Et en particulier, donc, moi, je n'ai pas eu ce type d'expérience à réaliser, mais il y a des équipes de l'INSERM de Marseille, d'ailleurs, je crois, qui ont travaillé là-dessus. Et éventuellement, on pourra vous faire passer des résultats, des articles où ils ont étudié effectivement à la fois les temps de réaction et puis la perception et la quantification du temps. Parce que vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un ralentissement des mouvements. Et on sait que l'évaluation du temps, elle dépend aussi d'une horloge interne qui est liée justement à différents types de facteurs, dont la motricité, la façon d'utiliser sa motricité est un des facteurs. Et donc cette question, des équipes scientifiques se la sont posées et se la posent probablement encore, de savoir à quel point effectivement une exécution motrice différente, plus lente, va perturber. Et puis il y a ces rythmes, Nick Téméraud, vous le disiez, qui sont... Je disais, un tour de Terre, une orbite, c'est 90 minutes. Bon, on est recalé au sol puisqu'on a un temps qui est un temps sol. Donc on est réveillé le matin à 6 heures du matin et puis à 23 heures, on nous dit il faudrait peut-être penser à vous mettre dans le sac de couchage. Donc ça, c'est le sol qui détermine. Bien évidemment, c'est pas du 45 minutes jour-nuit. Mais il y a quand même une sensibilité aussi sur ces rythmes de nuit et jour qui fait qu'il est tout à fait pertinent de se poser la question que vous avez posée. Alors, je ne sais pas vous donner la réponse, mais en tout cas, c'est un sujet scientifique important. Après, sur le plan de l'émotion, votre première question, je ne sais pas trop répondre. Moi, je peux simplement partager avec vous des perceptions qui ont été les miennes. Déjà, moi, j'ai été tout à fait émerveillée de la capacité d'adaptation, la vitesse de la capacité d'adaptation du système, dans un sens et dans l'autre. Parce que je disais, 24 heures, on se sent un petit peu inconfortable, où il faut adapter un petit peu tout le système. Mais au bout de 24 heures, on est béat de décontraction dans cet environnement et on arrive à se repérer dans un environnement en 3D assez complexe. Puis il y a de multiples modules amarrés les uns aux autres. Mais la première fois que j'ai regardé par le hublot, je l'ai souvent dit, mais je le répète ce soir, j'ai vu le ciel. C'est pas le ciel, le cosmos, puisqu'il est noir, c'est pas du ciel bleu, hein, cette altitude-là. Le ciel était en dessous de la Terre. Ça m'a profondément perturbée. Ou la première orbite où j'ai vu l'Afrique, enfin, l'Espagne en dessous de l'Afrique, ça m'a perturbée de le voir comme ça par le hublot. Et donc, j'ai fait, parce que ça m'avait perturbé émotionnellement et cognitivement, j'ai fait physiquement le tour du hublot pour caler tout ça dans le bon sens. Ouais, comme les dames qui tournent la carte. Oui. Je n'ai pas tourné la carte, mais c'est moi qui ai tourné autour du hublot. C'est juste pour... Alors, moi, je ne vais certainement pas comparer ma petite expérience avec celle de Madame Ignoret, mais j'ai eu le bonheur de participer à des campagnes de vol parabolique il y a 25 ans maintenant de cela, enfin 20 ans de cela, pardon.
Et sur effectivement la rapidité d'adaptation, moi, j'ai été absolument estomaqué parce que les premières paraboles, on a l'impression que le monde s'écroule parce que c'est effectivement très impressionnant. Et puis, passé une dizaine de paraboles, on commence à prendre ses repères. Et puis, le deuxième jour, on est parfaitement adapté. Enfin, parfaitement, peut-être pas 100%, mais on est déjà très bien adapté. Et les parachutistes d'essai qui encadraient le vol m'avaient dit, tu vas voir, tu vas rêver que tu voles toute la nuit. Et le fait est que toutes les nuits consécutives du vol parabolique, j'ai rêvé que je volais. Et le cerveau travaille à une vitesse incroyable pour s'adapter à un environnement qui n'est pas humain. Voilà, jamais un homme n'a vécu dans ces conditions-là. Alors évidemment dans les vols, la vraie microgravité, mais même sur une parabole de 20 secondes, effectivement c'est quelque chose qui est unique et le cerveau s'adapte. Et moi, c'est quelque chose, c'est des sensations qui restent extrêmement vivaces. Encore aujourd'hui, et moi je comprends effectivement voilà, ce que Madame Ignoré vous raconte, que je pense que un vol spatial vous marque pour toute la vie et votre cerveau est changé. Il est changé parce que vous avez des nouvelles capacités, voilà, qui n'existent pas sur Terre. Il ne faut pas qu'on sorte du champ scientifique dans lequel se passe cette conférence. Et c'est vrai que Laurence et Anne auraient pu apporter des éléments complémentaires. Mais là, toujours sur le vécu qui a été le mien. J'ai eu la chance de faire 2 vols spatiaux. Premier vol spatial, je vous le disais, il m'a fallu 24 heures d'adaptation pour me sentir parfaitement à l'aise dans cet environnement particulier. Mon deuxième vol spatial, immédiatement injecté en orbite. Il y a 8 minutes 30 de propulsion par la fusée. En 8 minutes 30, vous êtes injecté en orbite. Immédiatement, j'étais dans mon élément. Ah oui. Deuxième vol. Comme si j'avais gardé en mémoire quelque chose qui avait été, non pas révélé, mais enfin qui s'était, voilà, montré, révélé, si, parce qu'on avait levé certaines sortes de contraintes. Et que probablement, quelque part en moi, j'avais ce potentiel. Et je pense que quelque part en nous, dans nos neurones connectés, on a des potentiels non exploités. Et voilà, j'avais au deuxième vol, j'ai pas eu besoin d'adaptation, elle était là. D'accord. Alors, excusez-moi, on va réussir à avoir en ligne, en liaison sonore, pas vidéo, mais sonore, c'est déjà pas mal. Laurence Vico, donc. Vous m'entendez, Laurence Vico ? Oui, oui. Ah, formidable. On est content de vous retrouver. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce problème d'adaptation de notre squelette, en fait, qui n'est pas du tout adapté pour vivre en apesanteur ? Et donc, quelles études vous allez faire avec Thomas Pasquet, ouais. Oui, donc effectivement, notre squelette, tout le long de l'évolution de l'homme, s'est adapté à la station bipède et donc à lutter contre le vecteur gravitaire. Et lorsqu'on le supprime en condition de vols spatiaux, eh bien, il y a une adaptation qui va s'opérer avec des différences d'adaptation justement entre ce que l'on voit au niveau des os porteurs sur Terre, comme les os des membres inférieurs, les os de la colonne vertébrale dans une moindre mesure, et alors que les os des membres supérieurs, eux, vont continuer à être sollicités parce que finalement, on continue à faire beaucoup de choses avec nos mains, voire même à se déplacer dans une station spatiale. Donc l'adaptation, elle va être un petit peu différente entre ces deux sites osseux. D'accord. Oui, allez-y. Oui. Là où il y a une perte osseuse, c'est vraiment un modèle accéléré de perte osseuse et qui est un petit peu un modèle de vieillissement, mais très accéléré. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, ce modèle extrême, puisqu'on est dans une équipe INSERM qui nous intéressons à la fragilité osseuse du vieillissement et l'ostéoporose. Donc là, on voit vraiment les phénomènes en accéléré et on peut étudier leur mécanisme, leur réversibilité
et l'application de différentes contre-mesures qui sont surtout basées sur des exercices physiques ou des contraintes mécaniques type l'hypergravité, c'est quelque chose qui nous préoccupe de plus en plus, mais aussi l'application de micro-stimuli mécaniques comme ceux que l'on peut avoir par exemple par des vibrations corps entier. D'accord. Donc, ce que vous m'expliquiez par téléphone avant la conférence, c'est que ce qui était compliqué quand même, c'était de refaire fabriquer de l'os. C'est-à-dire qu'il y a une perte qu'on ne peut pas, malgré tout, récupérer, c'est ça? Alors, ça, c'est quelque chose qui semble se destiner, se préciser malheureusement, à savoir que donc dans nos compartiments osseux, il y a l'os dense qui est l'os cortical, et celui-ci pourrait récupérer. En revanche, l'os trabéculaire qui est formé de ce réseau de travées, ce que l'on observe dans l'espace, c'est qu'il y a des travées entières qui disparaissent parce que l'activité des cellules qui résorbent l'os est très stimulée. Donc ça aboutit à une déconnexion de ces travées, à une disparition de certaines travées. Et c'est là qu'on se dit que la récupération va être difficile parce qu'on ne va pas pouvoir former de l'os s'il n'y a pas un petit reste de travée sur lequel on peut s'appuyer. Donc le souci, il est vraiment de refabriquer de l'os trabéculaire sur un réseau déconnecté avec des pertes de travées osseuses. D'accord. Il y a Monsieur Bouturi qui veut intervenir. Voilà, bonjour d'abord Laurence Vico. Bonjour. Voilà, moi j'avais une question parce qu'on a pour le cardiovasculaire des problématiques un petit peu identiques entre les contraintes mécaniques et le remodelage de matrices extracellulaires, avec d'ailleurs des acteurs qui sont assez proches entre l'os et le vaisseau. Et ma question concerne effectivement la part de remodelage de la matrice extracellulaire, sans parler de calcium. Est-ce qu'elle est prédominante effectivement dans le remodelage à la microgravité ou est-ce que c'est simplement une décalcification sans perte de matrice? Oui, alors ça c'est vraiment une bonne question qu'on ne peut pas aborder chez l'humain parce qu'on n'a pas les moyens non invasifs pour le faire, mais qu'on peut aborder chez l'animal. Et il semblerait que l'os restant soit minéralisé normalement, et c'est vraiment une perte de matière osseuse qui s'opère. Donc on a vraiment cette résorption de la matrice osseuse minéralisée avec une formation qui se fait mal, voire pas du tout. En tout cas, dans ces mécanismes-là, les aspects vasculaires sont probablement pas anodins non plus, puisque l'os est un tissu extrêmement vascularisé, et c'est vraiment les problématiques spatiales avec tous ces transferts liquidiens et ces modifications de vascularisation qui nous a fait nous intéresser à ce problème aussi. Oui. Merci. Oui, Madame Aigneret. Oui, Laurence, bonsoir, c'est Claudie, Bonsoir. je suis ravie de pouvoir te parler Bonsoir Claudie, moi à aussi. distance. Je voulais être sûre d'avoir bien compris ce que tu avais dit tout à l'heure sur cette disparition de l'os trabéculaire. Ce sont des résultats sur l'animal ou ce sont des résultats sur l'homme? Alors, ce sont des résultats qu'on avait obtenus chez des rats dans les séries Bion à l'époque soviétique, qu'on n'a pas extrapolé à ce moment-là à l'homme parce que ce sont des animaux qui sont en croissance. Maintenant, là, on a des souris qui sont adultes sur le plan squelettique, qui reviennent d'un vol spatial d'1 mois, où on voit vraiment cette disparition de travées. Et la série de cosmonautes là qu'on est en train d'analyser, on voit aussi que dans l'os trabéculaire, lorsqu'il y a perte osseuse, eh bien on ne voit pas de regain osseux, même 1 an après le retour au sol. Donc on pense vraiment que cette disparition de travées est un problème important. Est-ce que vous avez évoqué des traitements médicamenteux pour agir soit sur la formation, soit sur la résorption?
Oui, alors il y a déjà une publication conjointe entre des scientifiques de l'Agence spatiale japonaise et la NASA, où ils ont donné des bisphosphonates à des spationautes, avec effectivement une préservation de leur masse osseuse. Mais cette masse osseuse, elle a été mesurée par densitométrie osseuse. C'est une technique qui ne donne pas accès à la structure ni à la microstructure de l'os. Donc on suppose que tout a été préservé, mais il y a quand même, on connaît des cas où la masse osseuse est préservée, mais la structure osseuse est quand même modifiée. Donc ça, on ne sait pas. Et puis par ailleurs, donner un médicament qui va agir de manière systémique sur le squelette, alors qu'on sait qu'il y a des zones qui sont préservées et d'autres au contraire qui ne le sont pas, là aussi c'est un questionnement. Est-ce qu'on fait bien de faire comme ça? Oui, Laurence Pierre-Boutouiri, est-ce que vous avez des études de microcity sur le remodelage osseux des astronautes? Alors on a des études avec la haute résolution en PQCT, effectivement, qui d'ailleurs est une machine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, excusez-moi, les études en PQCT? On ne sait pas forcément. Alors, ce sont des scanners. Oui. C'est une méthode tomographique, donc par scanner, mais c'est un scanner haute résolution, qui a une résolution d'une centaine de microns, donc on voit les travées osseuses. Et cette machine-là, d'ailleurs, elle a été faite grâce au spatial. C'est vraiment quelque chose qu'on avait commencé au moment de la station Mir et qu'on a poursuivi et qui maintenant est un équipement, pas encore de routine clinique, mais de recherche dans différents laboratoires dans le monde entier. En tout cas, on a une première série là, de 13 cosmonautes qu'on a analysés grâce à cette technique, et effectivement on voit que l'os cortical dans le tibia, qui est un os porteur, a récupéré 1 an après un vol de 6 mois, alors que dans l'os trabéculaire, ça n'a pas récupéré. D'accord, merci beaucoup. On va prendre des questions de la salle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, il y a aussi des questions de Twitter. Comment se passe le suivi médical du personnel embarqué lors d'une mission spatiale? C'est une question qui est... Le suivi médical global, je ne pourrais pas trop vous répondre. Ceci dit, tout ce qui est squelettique, on fait des mesures avant et après vol. Les mesures, elles sont faites sur Terre. On n'a pas de système qui permettent de mesurer en vol, même si on avait essayé avec des systèmes à base d'ultrasons. Mais ça ne nous avait pas donné satisfaction parce qu'il y a des répartitions tellement différentes des tissus mous autour de l'os que nos mesures n'avaient pas été très très fiables. Donc voilà, le suivi se fait sur Terre, il ne se fait pas pendant le vol spatial. Madame Agnoret, peut-être? Oui. En ce qui concerne effectivement le système osseux, je pense que sur les vols de longue durée aujourd'hui, il y a des prises de sang à Toulouse. Donc il y a des prises de sang, donc une biologie assez régulièrement faite. Je pense qu'ils doivent avoir aussi des électrocardiogrammes, là aussi, fait, je ne sais pas, une fois tous les 15 jours ou en suivi à bord, avec transfert bien évidemment des données qui sont analysées au sol par les équipes médicales. Et puis bien évidemment à bord, quand on sent qu'on a besoin de communiquer avec le médecin, il y a des liaisons sécurisées où on peut demander à parler au médecin au sol pour lui exposer un souci de santé potentiel qu'on pourrait avoir. D'accord. Il y a plusieurs questions là. Monsieur devant et ensuite vous après, d'accord. Oui, c'est des questions pratiques. Pour le trafic avec la station, c'est des fusées Soyuz, non? Il n'y a plus de... Puisque la navette spatiale, on n'en parle plus. Oui, aujourd'hui, le seul moyen d'accès effectivement à la Station spatiale internationale, c'est la capsule Soyuz qui part du cosmodrome de Baïkonour au sommet d'une fusée Soyuz. Oui. Avec un atterrissage en dur par parachute. Avec un atterrissage sous une coupole parachute de 1000 m² dans les steppes du Kazakhstan. Oui, avec des rétrofusées qui s'allument quand même à 80 cm du sol pour
freiner encore, mais avec un impact quand même assez viril, comme le disait Michel Deligny. Et la deuxième question, le vieillissement de la station. Quand, ça va être, Il y a le vieillissement combien de des temps hommes encore on et va celui de pouvoir la station. utiliser Alors cette station aujourd'hui, les agences spatiales internationales qui participent à la station sont en train de prévoir son exploitation jusqu'en 2024. Aujourd'hui, il y a l'accord de toutes les parties jusqu'en 2020, mais on pense pouvoir l'emmener jusqu'en 2024. Et elle a été mise en orbite en 2000. Donc elle aura 24, 25 ans. C'est ce qui est prévu aujourd'hui. Une toute petite précision technique pour Madame Vico, si vous pouvez garder la ligne afin qu'on puisse Oui. donner la parole ensuite à Madame Letron, juste après qu'on ait pris une question ici. Excusez-nous, c'est un peu désordonné, mais on va y arriver, mais il ne faut pas que vous lâchiez la ligne, sinon on vous perd totalement. D'accord. Voilà. Donc il y avait une autre question. Oui. En 1969, les Américains ont été sur la Lune. C'est la première fois que l'homme allait sur une autre planète. Quelles en ont été les conséquences du point La de vue... Lune n'est pas une planète, c'est un satellite de la Terre. Oui, bon, C'est pas grave. pas sur un- Donc, quelles ont été les conséquences du point de vue de la santé? Quelles remarques ont été faites à l'époque par les scientifiques américains de ce point de vue-là? Et quelles sont donc évidemment à cette époque-là l'avancée des techniques, comme les connaissances de médecine n'étaient pas les mêmes, donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc maintenant, quelles sont les questions, les principales questions nouvelles en quelque sorte qui se sont développées depuis 1969, si on peut faire une rapide synthèse par rapport aux observations de l'époque. Et enfin, je crois me souvenir que justement, on avait parlé en 69 de difficultés qu'avaient eu certains astronautes du point de vue de la santé, justement Armstrong, qui n'allait pas très bien. Enfin, je ne sais plus ce qui s'était passé à l'époque. Il faudra voir ça un peu. Voilà, le genre de questionnement. Okay. Vous avez dit que Anne Pavillet était en relation avec nous. Oui, on va peut-être poser la question à Anne qui a suivi tous ces éléments, qui a peut-être des éléments pour vous répondre. Alors, Madame Letron, vous avez entendu la question. C'était en fait, quelles sont quelles connaissances on a pu accumuler déjà sur ces questions de santé des astronautes, mais je ne suis pas sûre qu'elle puisse répondre parce que justement, elle travaille plus sur les modèles au sol, les outils de simulation au sol de ce qui se passe au niveau de la santé dans l'espace. Si vous pouvez nous en dire deux mots, notamment des modèles d'alitement. Je ne sais pas si on a la liaison. En fait, c'est encore plus compliqué de parler avec Toulouse que de parler avec l'ISS, non? Je ne sais pas, c'est un peu surréaliste. En tout cas, sur la santé, ce qu'on a pu évoquer pour les astronautes des premières missions lunaires, c'était plutôt sur la récupération psychologique après cette mission. Et c'est vrai que nous, astronautes professionnels d'orbite basse, pour nous, les astronautes qui sont allés sur la Lune sont des pionniers absolument extraordinaires. Et bien évidemment, quand vous êtes à cette distance-là et que vous voyez la Terre entière par le hublot dans sa globalité, alors qu'en orbite basse, on voit un tiers de Terre, on voit sa rotondité, mais ces images merveilleuses de la Terre qui ont d'ailleurs éveillé en nous la conscience écologique, qui j'espère se mobilisera pour la COP 21 à partir de la semaine prochaine, c'est de voir la Terre à distance et être le premier humain à mettre effectivement le pied sur une autre planète ou un autre corps que la planète Terre. Psychologiquement, je crois que ça a été assez difficile pour les premiers équipages. Après, je suppose qu'ils étaient bardés d'électrodes quand même, qui devaient retransmettre de l'électrocardiogramme et de la température. Moi, j'ai aucun détail sur le suivi médical de ces personnes-là, mais c'était effectivement, comme l'a dit Madame Mignoret, des pionniers absolus. C'est-à-dire que là, on était dans la grande inconnue, et je pense que cette grande inconnue a participé aussi au mal-être de certains après, parce que c'est des formes effectivement de cobayes volontaires, mais de cobayes quand même. Et donc, c'était des gens très entraînés, hyper sélectionnés,
mais qui étaient aussi quand même des gens qui n'hésitaient pas à aller affronter des conditions totalement inconnues, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas comment ça allait se passer. Hein. Oui, alors qu'aujourd'hui, on sait, parce qu'il y a quand même plusieurs centaines d'astronautes qui ont volé, que voilà, sur des séjours de 6 mois, enfin bon, Laurence me fait un tout petit peu peur avec le fait qu'on perde ces travées et qu'on les récupère pas complètement. Voilà, ça m'ébranle un petit peu, et nos artères. Mais voilà, bon, sur un vol de 6 mois, c'est contrôlé. Mais justement, c'est sur le vol d'un an qui est en train de se faire là aujourd'hui, c'est justement des éléments qui nous permettent de préparer des étapes futures de vol de plus longue durée sur lesquels aujourd'hui on n'a pas suffisamment de données. Ouais. Et ce qu'elle m'avait dit justement par téléphone, c'était que du coup, ils pouvaient déjà, en tout cas, mettre des préconisations de récupération, et donc par exemple de conseiller aux astronautes, elle m'avait cité l'exemple des Russes, de veiller à ce qu'il y ait un temps sur Terre suffisamment important avant de repartir pour permettre aux artères, aux os, etc., de vraiment récupérer avant de repartir. Alors qu'on avait tendance, visiblement, avant ces études, à faire repartir les gens un peu trop rapidement. Enfin, voilà. Et je pense que ces pionniers, ils ont aussi attiré l'attention très vite sur des mesures de précaution, en particulier sur l'encadrement psychologique des équipages, sur les contre-mesures. Ça a été aussi très rapidement évoqué avec plein de tentatives qui sont quand même partiellement très efficaces. Hein. Si on n'avait pas les contre-mesures, là, on serait vraiment dans les problèmes. Hein. Mais effectivement, l'exercice physique, les micro-vibrations là, qu'évoquait Madame Vico, ces choses-là sont quand même ont une réelle efficacité. Sinon, on serait dans les vrais problèmes. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur, là. Je reviens sur le cerveau. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une baisse de pression au niveau du cerveau. Ensuite, il y a une modification de la vascularisation. Alors, est-ce qu'il y a des essais qui sont faits? Parce qu'avant d'envoyer, quand même vous avez vu, 6 mois, mettons pour Mars, 6 mois, donc ça fait beaucoup, 1 an et demi. Est-ce qu'il y a des analyses qui sont faites pour savoir si on ne va pas envoyer un cobaye quand même dans des conditions terribles? Surtout qu'en plus, bien sûr, il y a tous les rayons cosmiques dont on a parlé. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? Alors c'est une vraie préoccupation. Alors moi je ne travaille pas directement sur la vascularisation cérébrale, mais je sais que les équipes travaillent dessus. Alors en fait, il y a plutôt une surpression dans les vaisseaux cérébraux, puisqu'en fait, quand on est en orthostatisme debout sur ses 2 pieds, la pression est plus basse dans le cerveau qu'au niveau du cœur. Donc quand on est à l'inverse, effectivement, avec la tête à l'horizontale, on a une pression qui est à peu près égale, mais qui est l'équivalent de ce qu'il y a quand on dort sur son lit. Hein. Donc c'est pas une surpression importante. Par contre, il y a une adaptation de la circulation cérébrale, mais c'est vrai que la circulation cérébrale est extraordinairement autorégulée. Donc il y a une autorégulation qui est extrêmement efficace. Et effectivement, on le sait très bien, quand on se met en orthostatisme, il y a déjà tout le système baroréflexe qui se met en œuvre pour maintenir la pression de perfusion cérébrale. Et puis, il y a des adaptations très fines des petites artères cérébrales de manière à réguler l'arrivée de sang au cerveau. Et ça marche dans des conditions, vous voyez, dans les centrifugeuses, par exemple, hein, pour la préparation au vol, on arrive à 6, 7, 8, 9 G avant que les gens ne perdent connaissance et il y ait vraiment des lésions. Donc, il y a une bonne raison. Excusez-moi de vous interrompre, oui. Je crois qu'on a retrouvé la liaison, c'est ça, avec Toulouse. Madame. Ah oui. Oui. Alors Madame Vico n'est pas là. D'accord. Mais est-ce que Madame Letron est là? Je vous la passe. D'accord. Voilà, donc Pierre Boutouré à l'appareil. Oui, là. Excusez-moi. Bonjour. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu la question de la salle qui était sur l'adaptation de la vascularisation cérébrale lors des vols de longue durée. Et donc moi j'ai répondu assez rapidement qu'il y avait une autorégulation de la circulation cérébrale quand même assez efficace. Et voilà, donc j'en étais là un petit peu de ma réponse. Hein. D'accord. Vous pouvez compléter cette réponse ou... Compléter sur ce qui se passe au niveau cérébral? Oui. Alors, il y a eu quelques petites mesures
en densitométrie, hein, qui est l'examen qui permet de faire de la composition corporelle au niveau de la boîte crânienne, où il semblerait qu'il y ait des augmentations de densité minérale osseuse à ce niveau-là, avec l'explication justement qui serait liée à cette répartition liquidienne au sein du corps, avec peut-être une hyperpression au niveau intracrânien. Anne Pavier est à côté de moi, peut-être si qu'elle pourra compléter elle aussi. Je vous la passe. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous entendez? Oui, je vous entends à peine, mais c'est bon. Ok. Alors, déjà peut-être quand même si vous pouvez nous dire quelques mots des modèles, vous, que vous utilisez, des moyens de simulation au sol. Oui. Voilà. Alors, en gros, il y a 3 modèles qui sont utilisés au sol. Le modèle des vols paraboliques, où là, au sommet de la parabole, les habitants, si je puis dire, sont en microgravité, mais pour des périodes très courtes, de 22 secondes. Donc, ça permet vraiment d'étudier l'adaptation uniquement à très court terme. Ce qu'on utilise surtout en vol, en sol, ce sont 2 modèles. Le premier, c'est l'immersion sèche. C'est-à-dire qui consiste en fait à mettre les volontaires dans de l'eau, mais ils sont isolés de l'eau par une fine feuille plastique, ce qui permet en fait d'avoir l'effet de l'eau sur les liquides de l'organisme, entraînant, comme dans l'espace, une répartition homogène de tous ces liquides. Et donc c'est un modèle très rapide en fait pour simuler ce qui se passe au niveau cardiovasculaire. Et l'autre modèle qui est le plus utilisé et plus facile peut-être aussi d'utilisation, c'est ce qu'on appelle l'alitement anti-orthostatique, où en fait on met les gens allongés, la tête un peu plus basse que les pieds, ce qui permet de simuler une modification cardiovasculaire avec donc une migration liquidienne vers la partie supérieure du corps. Puis si vous prolongez l'alitement, ça entraîne aussi, comme dans l'espace, une atrophie des muscles posturaux, c'est-à-dire des jambes et du dos, dont se faire en permanence sur Terre pour se mobiliser. Et si vous prolongez aussi l'alitement, vous avez aussi des modifications osseuses que l'on observe au cours de l'espace, mais de façon un peu moins rapide. Et ce modèle est vraiment aussi un peu ce qu'on a dans l'espace, un modèle extrême en fait d'inactivité physique. D'accord. Et ces modèles, ils ont déjà permis de mettre au point justement un certain nombre de contre-mesures ou de... Exactement. Donc ces modèles, ils servent à 2 choses. D'une part, à étudier plus précisément les mécanismes adaptatifs au vol spatial, même s'il est simulé, en utilisant des moyens d'investigation qui ne sont pas disponibles en vol, comme par exemple de l'IRM. Et ils permettent aussi de mettre au point au sol ce qu'on appelle des contre-mesures, en particulier mieux définir le type d'exercice musculaire qu'il faut. Est-ce qu'il faut un exercice musculaire en endurance, comme par exemple du tapis roulant? Est-ce qu'il faut quel type d'exercice musculaire en résistance, en particulier pour les muscles des jambes? On associe maintenant aussi, on combine maintenant ces exercices musculaires et on associe notamment des vibrations pour là avoir un effet de contrainte mécanique sur l'os. Ces manip-sol, elles permettent aussi de, par exemple, tester des contre-mesures pharmacologiques ou des contre-mesures nutritionnelles avant de pouvoir les proposer en vol. D'accord, d'accord. Et elles permettent, j'imagine, d'avoir justement un échantillon beaucoup plus important de personnes que ce qu'on peut faire avec les astronautes. Exactement. L'accès au vol spatial est limité parce que il y a peu d'astronautes en nombre. Et là, ça permet d'avoir un plus grand nombre de volontaires. Et puis, en fait, chaque scientifique peut travailler sur chaque système physiologique, l'un sur l'os, l'autre sur le muscle, l'autre sur le système cardiovasculaire. Et de faire aussi un peu de physiologie intégrée. Alors, ce sont de véritables protocoles de recherche clinique, c'est une réunion une fois. C'est même contrainte réglementaire que si on soumettait un protocole pour une recherche sur le médicament, avec l'avis du comité de protection des personnes, de l'ANSM, etc. Alors, il y a une question là sur Twitter. Y a-t-il des cas connus de gestation dans l'espace? Non. Alors, sur l'homme, non. Peut-être sur l'animal, quand même, non? Oui, sur l'animal. Ouais, oui, c'est rien. Si, ça a été fait chez la pleurodèle. D'accord. Pour étudier les modifications.
Oui, moi j'avais embarqué avec moi dans mes 2 vols spatiaux. Bonsoir Anne, je suis ravie de t'entendre à Toulouse, j'espère que tu vas bien. Donc j'ai embarqué des pleurodèles avec une équipe de Nancy, du professeur Dournon. C'est ça exactement. Et la pleurodèle a la particularité d'être assez résistante au stress. Donc c'est un modèle animal qui vit bien dans l'espace, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les animaux embarqués. Donc c'était un modèle intéressant. Et en plus, un modèle dont on pouvait provoquer la fécondation d'œufs. Sur mesure, j'allais dire. Oui, un peu sur mesure, par injection hormonale, puisque les femelles s'étaient accouplées au sol et ont une poche dont je ne me souviens plus le nom, qui leur permet de garder les spermatozoïdes du mâle. Et donc on provoquait la fécondation par injection hormonale à bord, et on a donc récupéré des œufs pour étudier leur développement, certains des œufs laissés en microgravité, d'autres œufs placés en centrifugeuse à 1G, à 2G, pour justement jouer sur tout ce spectre de l'effet de la gravité sur le développement. Et l'idée dans ces expériences était de travailler sur ce qu'on appelle les autoconies, qui sont ces petites concrétions calcaires à l'intérieur de l'oreille interne et qui permettent justement là aussi une mobilité coordonnée, un réflexe vestibulaire de qualité. Et donc c'était mais des œufs qu'on a ramenés ont donné naissance à des salamandres et une génération suivante. Donc là aussi, la salamandre, tout comme l'homme, a une capacité d'adaptation tout à fait considérable à la microgravité. Elle n'avait pas prévu d'y aller, la salamandre. On les a nourris pendant 6 mois. On avait trouvé une méthode pour les nourrir. Pendant un vol de 10 jours, elles n'avaient pas besoin d'être nourries, mais il fallait les nourrir à la sonde alimentaire sur les vols de longue durée. Mais ça marchait bien. On les a ramenés. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui? Merci. Je voulais juste poser la question, si je peux me permettre, parce que sur IRM, ce qui était mentionné dans la publicité concernant cette conférence, si vous pouvez dire des mots, comme quoi l'idée d'IRM a son provenance de la conquête spatiale par rapport des astronautes, des examens nécessaires au bord d'un vaisseau spatial. Donc, si j'ai bien compris, cette publicité, si vous pouvez dire quel mode de fonctionnement d'IRM par lequel on a commencé dans ce cas-là, parce qu'il y en a plusieurs. Qui sont utilisés pour la public, pour le soigner les gens. Oui. Voilà. Quelles innovations en fait ont été mises au point pour l'espace et qui ont trouvé une application tout directe, à fait, une application en médecine ordinaire. Ordinaire, tout à fait. Mais même si ça sort de l'ordinaire, ça pouvait être intéressant ce que vous avez pu observer dans votre travail spatial. Et d'autres questions, peut-être moins, qui va avoir moins de succès. Mais ce n'est pas une question, peut-être plutôt. Je demande votre opinion personnelle, surtout. Surtout, je m'adresse à Madame Ignoret. Après tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez eu comme sentiment, il y a une balance quand même. Est-ce que vous jugez maintenant votre passé positivement ou négativement par rapport des conséquences néfastes quand même de tous ces conquêtes spatiales pour la physiologie humaine? Parce qu'il y en a pour moi qui sait peu de choses sur ça, mais néanmoins, ce n'est pas une physiologie qu'on peut s'offrir dans l'espace, encore moins sur Mars ou une autre planète. Et pour moi, ce qui est plus important, c'est se concentrer plutôt sur notre chère Terre et physiologie humaine pour pouvoir la maintenir au mieux et au plus longtemps. Et ce que je veux savoir, c'est juste votre opinion personnelle, si je peux me permettre. Merci. Alors, je vais peut-être juste répondre sur l'aspect technologique. Donc, IRM dans l'espace, il n'y en a pas parce que c'est des contraintes de poids extrêmement importantes.
puisqu'il faut des aimants puissants pour arriver à faire de l'imagerie. Par contre, sur les autres techniques, c'est essentiellement des améliorations sur le traitement informatique des données, sur la miniaturisation des données, sur le développement des capteurs, sur le développement... Je dirais qu'une bonne partie de la technologie qu'on utilise en médecine a été développée pour la conquête spatiale à l'origine. Et c'est vrai que c'est essentiellement les développements technologiques. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'innovation à proprement parler sur laquelle on puisse mettre le doigt, mais de la même manière que, par exemple, le Concorde a fait le succès d'Airbus maintenant, puisque toutes les technologies développées pour le Concorde ont aidé à construire des avions de ligne qui marchent bien. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour l'espace et pour le développement des techniques utilisées, entre autres, en médecine. Voilà. Et pour la deuxième partie de la réponse, je vais laisser Madame Aignoret, puisque ça la concerne directement. Alors, je ne sais pas si je vais répondre complètement à votre question. En tout cas, ce dont je peux témoigner, déjà, je suis en parfaite santé, mais je n'ai fait que des vols de courte durée et je ne pense pas avoir voilà, quelques séquelles ou conséquences particulières. Par ailleurs, cette aventure spatiale est une aventure scientifique et technique, on vient bien de le voir, et aussi une aventure humaine absolument extraordinaire. Et donc moi, j'ai cette chance d'avoir vécu et d'être une des 550 privilégiés au monde à avoir vécu ces missions spatiales. Je n'ai aucun regret, aucun remords. Si on me demande de repartir aujourd'hui pour une mission, je suis prête à repartir. Voilà, pour une première partie de la réponse. Ensuite, je crois qu'on a beaucoup insisté au cours de cette soirée à vous faire toucher du doigt que cette recherche qui est faite dans l'espace est là aussi des retombées, des améliorations, des compréhensions différentes de pathologies ou de troubles au sol. Donc, ou que ce soit dans du développement d'instrumentation, on vient juste de l'aborder, qui permet de faire des progrès. Donc ça, c'est aussi une qualité de ce laboratoire. Et je l'ai évoqué au début de mon intervention. Le fait de regarder la Terre à distance, je crois, a développé considérablement, et c'est une des plus belles conquêtes du spatial, je dirais, cette conscience écologique et ce regard sur la planète. Donc quand on vous parle d'exploration, quand on vous parle de l'homme qui va repousser les frontières qui sont les siennes en allant, pourquoi pas, vers la planète Mars ou vers d'autres conquêtes, c'est parce qu'on sait que l'humanité est une humanité qui explore, ça fait partie, mais c'est pas pour fuir la Terre, c'est pas pour se détourner de nos responsabilités par rapport à une préservation de la Terre, par rapport à une amélioration technologique ou une amélioration du bien-être sur Terre. Donc ça, je peux en témoigner. Et puis l'autre aspect de cette aventure extraordinaire qui est celle du vol habité dans la Station spatiale internationale, c'est que c'est un lieu d'échange et de travail en commun de grandes puissances que sont les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon, le Canada, qui travaillent ensemble pour faire progresser l'humanité. Et je crois que cet apprentissage d'un travail en commun dans la diversité des cultures, la diversité des approches technologiques, la diversité des contraintes, c'est une très très belle réussite, je dirais, diplomatique, qui, moi, me donne de l'espoir pour dire que quand les nations s'unissent sur des objectifs comme ça, ils peuvent apporter des éléments de solution à des défis globaux de notre humanité. Et je reviens encore à la COP21 de la semaine prochaine. C'est vrai que apporter des éléments de solution à ce défi considérable des modifications climatiques, ça ne pourra se résoudre que si on arrive à mettre en place cette coopération, cette prise en charge globale et intégrée de différentes puissances qui peuvent apporter des éléments. Donc voilà, bien évidemment, je suis une ardente personne qui défend le vol habité, la Station spatiale internationale, ce laboratoire en microgravité et les phases ultérieures de l'exploration. Mais je crois qu'on a de bons arguments. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu sur tous ces aspects. Conscience de la planète, amélioration de l'humain en tant qu'individu, et puis amélioration par ce travail en commun de notre humanité.
Merci bien de terminer sur ces notes positives. Donc, merci. Je ne sais pas s'ils m'entendent à Toulouse, en tout cas. Mais oui, enfin, je suis encore là. Ouais. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Oui, vous vouliez conclure Voilà, mais oui. Je vais devoir y aller par contre, moi. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu quand même. Et donc, juste une rapide information pour vous dire que la prochaine conférence santé en question aura lieu à la Cité le 23 janvier. Exceptionnellement, ce sera un samedi après-midi et non pas un jeudi soir, dans le cadre des Journées de l'innovation organisées par le ministère de la Santé. Et le thème sera la médecine personnalisée. Donc, on compte sur vous pour revenir. Merci également aux participants, bien sûr, à Madame Aigneret, Monsieur Bouturi, Laurence Vico et Anne Pavilotran, et puis à nos partenaires, le magazine La Recherche, la ville de Toulouse, le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, et aux techniciens qui ont permis qui ont fait leur possible, mais là vraiment c'était tout à fait indépendant de notre volonté à tous, puisque c'est une panne, d'après ce que j'ai compris, du réseau de toute la Cité des Sciences. Ce soir, on n'a vraiment pas eu de chance. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir à Toulouse. Merci beaucoup. Au revoir.